99 à Paris, 106 à Bordeaux. Notre deuxième invité ce midi, c'est Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force Ouvrière. Jean-Claude Mailly, bonjour. Bonjour. Alors j'imagine que vous avez suivi avec beaucoup d'attention les vœux à la presse du président de la République. Faites-vous partie de ces 51% de Français qui l'ont trouvé courageux ? Oh, écoutez, je pense que c'est pas le problème de savoir s'il est courageux ou pas. Ce qui m'importe, ça c'est subjectif. Ce qui m'importe avant tout, c'est ce qu'il a annoncé sur le plan économique et social. Est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce que c'est efficace ? Et là, je suis très critique. Alors justement, on va y revenir. Sur le plan économique, remplacer le CICE, le crédit impôt compétitivité emploi par une baisse directe des charges des entreprises et notamment des cotisations familiales. Est-ce que c'est une bonne idée ? D'abord, faut noter que le président de la République s'inscrit dans ce qu'on appelle une politique économique de l'offre ou une politique économique néolibérale. Ça veut dire qu'il focalise toute sa stratégie sur une baisse du coût du travail. Ça, c'est une logique libérale. Je rappelle que le coût du travail, c'est en moyenne 25% du coût global de production. Donc, il focalise sur un élément. Première chose. Deuxième chose qui me gêne, c'est que quand on annonce qu'on va supprimer à terme, d'ici 2017, l'ensemble des cotisations patronales d'allocation familiale, même s'il y a une refonte du crédit d'impôt compétitivité emploi. D'abord, le refondre, ça veut dire qu'ils ne sont pas satisfaits de la manière dont ça marche. Sinon, si c'était aussi efficace que ça, le CICE, ils le laisseraient tel quel. Donc là, ils vont apparemment retravailler sur le CICE et in fine, il faudra trouver, je ne sais pas, 10 milliards de plus pour alléger les cotisations patronales. On va les trouver où, ces 10 milliards ? Est-ce que ça va encore être une réduction des dépenses publiques et sociales ? Ça veut dire une remise en cause ou des services publics ou du niveau de la protection sociale collective ? Le président dit non, on ne touchera pas aux allocations familiales. Je suis très prudent parce qu'on ne sait pas très bien comment les choses vont évoluer. En plus, vous refuserez qu'on touche aux allocations familiales dans tous les cas ? Bien sûr. Nous, on était prêts à un débat. Un débat de fond, non pas sur le coût du travail, mais sur, quand on regarde les prestations familiales, regardons celles qui relèvent d'une logique de solidarité salariale, qui, elles, à ce moment-là, doivent être financées par la cotisation, celles qui relèvent d'une logique de solidarité dite nationale, qui concerne tout le monde, et qui doit être financée par l'impôt. Ça, c'est le débat de fond. Mais c'est pas ce débat-là qu'on va avoir. Là, c'est une mesure qui vise à augmenter la compétitivité des entreprises et augmenter la possibilité d'employer. D'engager des salariés. C'est ce qu'il dit. Le président de la République a déjà annoncé une chose. Il dit on va alléger le coût du travail à hauteur totale, CICE plus les cotisations patronales, d'auteur de 30 milliards d'euros. Ça, c'est décidé. Maintenant, débrouillez-vous, syndicats, patronat, et nous, on veut des contreparties, notamment en termes d'emploi. Sauf qu'en réalité, ça ne fait pas 10 milliards ou 15 milliards d'euros de plus entre les 20 milliards du CICE et les 35 milliards de baisse de charges, puisque le CICE intervenait avant l'impôt sur les entreprises, oui, alors que ces baisses de cotisations familiales interviennent après. Oui, ils pensent qu'ils vont récupérer une partie sur l'impôt sur les sociétés. Exactement. Voilà, tout à fait. Oui, mais attendez, le président de la République a parlé de 30 milliards. Il y a déjà 20 milliards dans le crédit d'impôt compétitivité emploi. Ça veut dire qu'il faut en retrouver 10. Quand on regarde la masse des cotisations patronales payées à la Caisse nationale d'allocation familiale, c'est déjà pas 30 au total, c'est 35. Donc il faudra à un moment donné qu'on se mette d'accord sur les chiffres. Mais même si c'est pas 10, si c'est 8 ou je ne sais pas... Mais c'est surtout si on en récupère 20, voilà. Finalement, c'est pas mauvais comme calcul. Mais attendez, c'est pas le problème. Qui va obliger les entreprises à embaucher ? Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Monsieur Gattaz dit 100 milliards, on embauche 1 million de personnes sur la durée. D'ailleurs, au passage, lui devait être informé, puisque la veille de la conférence de presse, il a plus dit 100 milliards, il a dit 30. Comme quoi, il devait avoir l'information. Ça veut dire que le patronat était informé, que les syndicats ne l'étaient pas. Conception quand même curieuse du dialogue social de la part du président de la République. Mais le patronat lui-même dit, attendez, oui, on veut bien regarder des objectifs. Mais on ne peut pas imposer aux entreprises d'embaucher. Ça veut dire que c'est un peu un marché de dupes, cette affaire. On ne peut pas imposer à une entreprise non plus de dire vous allez tout augmenter les rémunérations. Donc, à partir de là, il renvoie le bébé aux syndicats, au patronat, en ayant déjà donné les clés du camion au patronat. C'est un peu compliqué comme système. Mais alors justement, l'annonce de la demande d'Arnaud Montebourg, le ministre du Redressement productif, qui réclame 1,8 million d'emplois aux patrons. Finalement, c'est pas crédible.
Bah non, écoutez, on va faire, moi je peux dire 3 millions à ce moment-là. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'est-ce que l'on fait en matière de politique économique pour qu'on ait une croissance soutenue, plus soutenue et de l'activité économique. Et c'est pas avec ce type de mesure qu'on va l'avoir. Vous voyez bien que dans tous les pays où on pratique la baisse du coût du travail, d'abord aux salariés morphes, pardonnez-moi l'expression sérieusement, dans les indemnités, dans les salaires, dans le chômage, et pour autant on reste dans une logique de croissance zéro au niveau de la zone euro. Je note d'ailleurs que mes camarades allemands, les syndicats allemands, ont critiqué la mesure annoncée par le président de la République. Madame Merkel souligne que c'est positif, le patronat allemand souligne que c'est positif, la Commission européenne souligne que c'est positif, le patronat français souligne que c'est positif. À la limite, tout le monde devrait comprendre que ceux qui soulignent que c'est positif, c'est pas ceux qui sont dans une logique de progrès social. Mais alors c'est juste de la communication, ce que fait le gouvernement actuellement ? Je pense que essentiellement c'est une volonté de plaire au marché financier. Il y a une agence de notation qui doit prochainement rendre une note sur la France. On est dans une logique depuis la signature du pacte budgétaire qui est une logique libérale de remise en cause du progrès social. Donc à partir de là, il ne faut pas faire peur au marché. Et si jamais ça repart, pas de notre faute, si jamais ça repart aux États-Unis, si jamais ça repart dans les pays émergents, il ne faut pas que les marchés nous sanctionnent. Donc on donne au marché, on donne aux employeurs, dans l'espoir, on brûle des cierges pour que demain ça ira mieux. L'ennemi de François Hollande, ce n'est plus la finance ? Ah non, je crois pas. Ça, c'était du discours de campagne électorale. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus le cas, non ? Jean-Claude Maillet, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le MEDEF avait jugé possible de créer 1 million d'emplois en échange d'une baisse de 100 milliards d'euros des prélèvements sur les entreprises. Finalement, on a juste une baisse de 35 milliards. Ça veut dire qu'on aura a priori 300 000. Ça marche pas comme ça, si bien. Attendez, vous pouvez imaginer une entreprise en difficulté. Il y en a toujours des entreprises en difficulté. Il y en a beaucoup en ce moment, d'ailleurs. Cette entreprise a de réelles difficultés, est prête, par exemple, de déposer le bilan. Et elle va bénéficier d'un allègement de 5%, ça revient à ça, de la masse salariale, et on va lui obliger d'embaucher. Ça ne marche pas comme ça. Ça c'est dans les vues. C'est dans une vue de l'esprit que ça peut marcher comme ça. Puis vous savez, Monsieur Gattaz, comme disaient les latins, qualis pater, talis filius, tel père, tel fils. Monsieur Gattaz, père, dans les années 80, avait fait des promesses de ce type. 471 000 embauches, si. Le gouvernement de l'époque, en 87, a supprimé l'autorisation administrative de licenciement, on n'a pas vu les embauches. Donc on est dans le slogan plus que dans la réalité. Alors Jean-Claude Maillet, en tout cas c'est sur le plan structurel, sur le plan conjoncturel, le plan social d'Alcatel-Lucent a été revu à la baisse. Au lieu de 900 départs, seulement 700. Est-ce que c'est une avancée, des efforts à saluer comme l'a fait Arnaud Montebourg ? C'est toujours mieux de dire 700 que 900, mais il y a encore de la marge. Vous savez, ce sont des entreprises importantes qui sont dans des logiques là aussi de compétitivité, d'amélioration du taux de marge des entreprises, que quand le taux de marge augmente, elles n'investissent pas obligatoirement et elles n'embauchent pas obligatoirement non plus. Alors c'est toujours mieux que 700, 900, mais il y a encore de la marge. Vous savez, avec les nouvelles dispositions aujourd'hui, l'accord que FO n'a pas signé, la CGT non plus, qui est devenu une loi, il faut bien comprendre que les plans sociaux, ça va beaucoup plus vite qu'avant. C'est entre 2 et 4 mois. Et que la plupart des plans sociaux ne sont même pas négociés. Ce sont des décisions unilatérales des employeurs qui font l'objet d'homologation de l'administration. Donc on ne peut pas dire que la procédure soit meilleure qu'avant. Mais alors sur le cas Alcatel-Lucent, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter ces 700 destructions d'emplois ? Il faut continuer à discuter, et puis il faut aussi que l'État, quand il donne des aides, ça est efficace. Quand l'État donne une aide ciblée à une entreprise, et il y a toujours des aides ciblées à une entreprise, alors on vous aide à telle condition, on vous donne telle aide, mais par exemple on exige que vous ne fassiez pas de plan social. Ça c'est possible, parce que c'est sur un problème particulier, mais c'est pas sur des mesures, c'est des mesures générales, donc il faut continuer à faire pression sur Alcatel. Alors en tout cas, sur le marché des télécoms, Arnaud Montebourg en veut à Xavier Niel, le patron de Free. En décembre dernier, Arnaud Montebourg tweetait « Toujours plus de destruction d'emplois dans les télécoms grâce aux excès du low cost de Free Mobile ». Est-ce que Free détruit des emplois ? Je suis d'accord avec Arnaud Montebourg. Il y a longtemps qu'on explique ça à Force Ouvrière. Considère que les conditions dans lesquelles ont été accordées la 4e licence en téléphonie mobile sont de mauvaises conditions. C'est-à-dire Xavier Niel, son entreprise, c'est un peu comme un coucou, quoi, si vous voulez. Les investissements sont faits essentiellement par les 3 autres opérateurs, et il a eu à l'époque, de la part d'Orange, l'utilisation d'utiliser les tuyaux. Ça veut dire qu'ils investissent moins que d'autres. Les conditions de travail et de rémunération ne sont pas les mêmes chez Free que chez les 3 autres opérateurs. Donc c'est une logique de dumping social, de low cost. Beaucoup de centres d'appel au Maroc, il y a 2 ans, ils étaient tous en grève, d'ailleurs je le signale. Donc une logique qui est une logique de dumping, ils cassent les prix. Mais à la fin,
Qui vote de ce genre de situation? Le consommateur, parce que la qualité n'est pas la même, l'emploi, parce que les autres opérateurs ont déjà commencé à diminuer leurs emplois, donc c'est une logique de dumping. Et l'agence censée réguler tout ce système, je la trouve bien timide. Jean-Claude Mailly, Xavier Niel a répondu au tweet d'Arnaud Montebourg sur le marché des télécoms. 124 000 emplois directs en 2009, 129 000 en 2012, soit une évolution de 5 000 emplois créés grâce à Free Mobile. Est-ce que vous rejoignez son raisonnement? Je ne veux pas garantir ces chiffres, mais moi, ce que je sais, c'est que chez les autres opérateurs, l'emploi a diminué. Et qu'à la fin, si vous voulez, les grandes entreprises, elles ne travaillent pas à perte. À partir du moment où la stratégie de Free, c'est de faire baisser les prix, tout le monde va lutter sur la baisse des prix. Et à la fin, tout le monde morfle. Les salariés, les consommateurs. Et à partir de là, il faut établir des règles dans un marché. On peut pas. La logique du dumping, c'est la logique du toujours moins. À la fois en salaire, à la fois en conditions de travail, à la fois en qualité de service. Donc on voit très bien que cette logique-là, il faut la remettre en cause. Et en même temps, la question, Jean-Claude Mailly, c'est est-ce qu'il faut privilégier l'emploi ou le pouvoir d'achat des Français en la matière? C'est les deux. Les deux vont de pair, vous savez. Quand vous favorisez... Si Free n'était pas intervenu sur le marché, on aura encore des forfaits mobiles à plus de 50 €. Oui, non, mais les forfaits peuvent... Le prix peut toujours diminuer d'une manière ou d'une autre, mais pas par une concurrence qui est une concurrence déloyale. Vous savez, je fais le même raisonnement avec la directive détachement. Quand vous faites venir, un employeur fait venir des salariés de Roumanie, de Pologne ou pas, et qu'il ne les paye pas au même prix, il fait baisser son coût. Voilà, on peut dire, le coût baisse, et puis les produits baissent également. Mais à la fin, c'est tout le monde qui pâtit. Donc selon vous, Arnaud Montebourg a raison de forcer Free d'investir dans son propre réseau de télécom. Bien sûr, écoutez, quand on établit des règles, les règles doivent être les mêmes pour tout le monde. S'il y en a un qui fait un marathon avec des bonnes baskets et l'autre qui les fait pieds nus, c'est pas la même chose. Arnaud Montebourg veut empêcher Free d'utiliser le réseau Orange au-delà de 2018. Est-ce qu'il faudra couper les lignes si jamais... Mais ça me paraît logique. Si Free veut être concurrent, qu'il y ait une 4e licence, pourquoi pas, c'est pas le problème, mais il faut que les règles soient les mêmes. Donc il faut que Free investisse également autant que les autres opérateurs. Comment ça se fait qu'il y ait eu des conditions plus favorables accordées pour cette 4e licence que pour les 3 premières? Écoutez, je crois qu'il faut poser la question au Premier ministre de l'époque qui a donné le feu vert, il s'appelait Monsieur Fillon. Il y a des conditions je sais pas, mais c'est lui qui a donné le feu vert à l'époque sur la 4e licence. Personne d'autre. C'était lui qui était responsable du gouvernement et c'est le Premier ministre de l'époque qui a décidé d'accorder cette 4e licence. Je rappelle que dès le moment où ça a été fait, nous avons réagi et nous avons estimé à terme la perte d'emploi au moins à 30 000. Dès l'annonce de la 4e licence, des conditions de la 4e licence. Jean-Claude Mailly, vous restez avec nous. On poursuit ce brunch politique dans un instant sur Sud Radio. Jusqu'à 13h, Louis Morin décrypte l'actu politique avec ceux qui la font. Le brunch politique Sud Radio. Tour d'horizon, petites phrases, confidences, analyse. Le brunch politique Sud Radio. Sud Radio 99.9 à Paris, 106 à Bordeaux, toujours avec Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière. Parmi les annonces du chef de l'État lors de ses vœux à la presse, la réforme de l'État, supprimer des régions pour faire des économies. Est-ce que vous y êtes favorable, Jean-Claude Mailly? Il y a cet élément, je vais y venir, mais il y a aussi, au-delà des 15 milliards d'euros d'économies de réduction des dépenses publiques et sociales cette année, il a annoncé aussi 50 milliards supplémentaires sur les 3 ans à venir. Donc faut bien comprendre que quand on est dans une logique de réduction drastique des dépenses publiques et sociales, il y a des effets sur l'emploi, bien entendu, il y a des effets sur l'activité économique et il y a des effets sur le service public. Au fil du temps, c'était vrai que l'ancienne majorité, c'est encore vrai aujourd'hui, il y a des services publics qui disparaissent, y compris avec des conséquences économiques. Quand on met en cause le réseau scientifique et technique de l'État, les ingénieurs qui, par exemple, ont à un moment donné inventé ce qu'on appelle l'enrobé drainant sur les routes, qui a profité à toutes les entreprises qui travaillent dans ce secteur, ce service a été remis en cause. Voilà, donc ça veut dire de la recherche publique en moins et de l'activité privée également. Après, sur la réforme, ce qu'on appelle le millefeuille, etc., tout peut se discuter. Bon, maintenant, d'annoncer brutalement, il faut peut-être fusionner des régions, peut-être en faire 15, je ne sais quoi. Pourquoi annoncer ça de manière aussi brutale? Et moi, ce qui m'inquiète, et c'est pas fait, ce genre de choses, ce qui m'inquiète, c'est surtout quand le président de la République dit que demain, il faut que les régions aient un pouvoir réglementaire d'adaptation. Ça veut dire quoi, ça? Alors moi, je me pose la question, je ne suis pas juriste, est-ce que c'est constitutionnel, ce qu'il a dit? J'en suis pas convaincu. Je rappelle qu'en Alsace, c'est ce qu'il voulait faire et que les Alsaciens ont rejeté, à juste titre, selon moi. Ça veut dire que demain, d'une région à une autre,
on aurait des dispositions du droit du travail qui seraient différentes d'une région ou d'une autre. Et on se dit républicain quand on fait ça. Ça veut dire qu'on casse l'égalité de droit sur le code du travail ou sur d'autres codes. Et ça m'inquiète beaucoup. Alors après, les régions, les trucs qui tournent depuis longtemps, qu'il y ait une meilleure répartition des compétences, pourquoi pas? C'est de la responsabilité des pouvoirs publics et du Parlement de réfléchir à ça, mais il faut arrêter avec des annonces, pardonnez-moi, on a le sentiment que c'est un peu ni queue ni tête. Est-ce qu'il faut supprimer le département? Moi, je n'en suis pas... Supprimer certains départements, tout du moins. C'est la proposition de Jean-Marc Ayrault, par exemple, supprimer les départements d'Île-de-France, de la Petite Couronne. Le gros Paris, le Grand Paris, c'est ça. Bon, écoutez, moi, j'en sais rien, mais il faut bien comprendre que le département en tant que tel, c'est aussi un lieu de proximité. Moi, je vais prendre mon organisation syndicale. Nous sommes structurés en union départementale, voire en union locale, pour être le plus près du terrain. Plus vous éloignez, y compris l'administration du terrain, si vous faites tout au niveau de la région, ça veut dire que vous avez une forme de bureaucratie, de technocratie qui se met en place. C'est inévitable. Vous recentralisez au niveau de la région. Et s'il faut être près du terrain, donc il ne faut peut-être pas supprimer le département. Dans la logique actuelle, vous avez la logique des métropoles qui se mettent en place. Vous avez des métropoles, vous avez des intercommunalités, et la ville, la petite ville, la commune, qui n'est ni dans une métropole, ni dans une intercommunalité. S'il n'y a plus de conseil général, demain, elle va être où? Dans le désert. Voilà, et c'est pas prévu pour le moment. Donc ça mérite vraiment une réflexion, et on ne peut pas raisonner en la matière avec une logique exclusivement comptable. Vous craignez une hausse du chômage si jamais la réforme se fait? Attendez, hausse du chômage, je ne dis pas qu'il y aura un impact direct entre la structure administrative et le chômage. Par contre, il y a un lien direct entre la réduction brutale des dépenses publiques d'une manière générale, même si on peut améliorer certaines choses. Qui dit réduction des dépenses publiques dit aussi réduction de l'activité et de l'investissement. Je rappelle que 75%, les 3/4 de l'investissement public sont réalisés par les collectivités territoriales aujourd'hui. Jean-Claude Mailly, vendredi, les négociations se sont ouvertes sur l'assurance chômage avec les partenaires sociaux. Vous avez 3 mois pour tomber d'accord. Est-ce que vous pensez tomber d'accord ? Écoutez, pour qu'il y ait une issue positive sur ces négociations, il faut, en tous les cas, c'est une des conditions que nous mettons, mais d'autres organisations aussi, on ne peut pas toucher aux droits des demandeurs d'emploi, que ce soit en termes de durée d'affiliation, en termes de niveau de prestation, etc. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une situation où le chômage encore en train d'augmenter. L'UNEDIC prévoit une augmentation de plus de 60 000 chômeurs l'année prochaine. Ils ne sont pas responsables de leur situation. On a à peu près 2 300 000 chômeurs indemnisés par l'UNEDIC. Il y a 3 200 000 chômeurs en catégorie A officiellement. Mais est-ce qu'il n'y a pas un effet désincitatif pour les chômeurs ? Non, écoutez, à reprendre le travail. Ça peut toujours exister ponctuellement, mais on ne peut pas dire au total, il y a 5 millions de chômeurs, quand on prend l'outre-mer compris. On ne va quand même pas dire il y a 5 millions de fainéants, il faut arrêter. Tous les gens qui perdent régulièrement leur travail parce qu'il y a des licenciements économiques, ils aimeraient bien bosser, parce que quand vous perdez votre boulot, vous avez le droit à une indemnisation de manière temporaire, 3 ans maximum si vous êtes dit seniors, et quand vous ne retrouvez pas, vous basculez dans les minima sociaux à 470, 480 euros par mois. Ça veut dire que vous êtes en situation de survivre et non plus de vivre. Donc on ne peut pas... Alors attendez, ou alors on dit à M. Gattaz, vous vous engagez là, 1 million d'emplois. Si on crée 1 million d'emplois, effectivement, on va réduire à peu près 10 milliards le déficit de l'assurance chômage. Alors en France, un salarié peut être indemnisé après 4 mois seulement de travail. À l'étranger, c'est souvent au-delà de 12. Est-ce qu'on ne devrait pas s'aligner ? Non, on ne doit pas s'aligner là-dessus. Attendez, ça veut dire quoi ? On fait quoi ? On fait quoi pour tous ceux qui auraient droit à une indemnisation et qui se retrouveraient sans rien ? Donc ça veut dire on les laisse vivre de quoi ? On ne peut pas jouer dans cette logique-là. Vous savez, les employeurs utilisent le système d'assurance chômage. Quand vous faites des CDD très courts, ils disent la personne elle va s'acquérir des droits, mettons 4 mois, elle va travailler 4 mois. Après on peut supprimer le contrat puisqu'elle va être indemnisée pendant quelques mois. Ils en jouent. Les employeurs qui abusent du système d'intermittents, les vrais intermittents, quand je dis les vrais, dans le spectacle, il ne faut pas remettre en cause, bien entendu. Mais vous avez des services de communication de grandes entreprises, c'est pas de l'intermittence qui fonctionne avec des intermittents. Est-ce que c'est normal ? C'est la collectivité qui paye pour les entreprises. Alors où est le problème, Jean-Claude Mailly ? Il y a un manque de contrôle ? Il y a un manque d'organisation des patrons.
dans cette affaire, qui utilise le système, et un manque de contrôle. Le vrai système de l'intermittence, il est justifié, bien entendu. Mais c'est pas à l'UNEDIC de payer à la place à la fois de la politique culturelle de l'État, et c'est pas à l'UNEDIC de payer pour des services de communication de grandes entreprises. Jean-Claude Maillet, vous faites une proposition sur le chômage, les droits rechargeables. Est-ce qu'on ne risque pas d'alourdir encore le déficit de l'assurance chômage ? Ah bah oui, c'est un risque. Enfin, un risque, c'est une conséquence, effectivement. Si on alourdit les dépenses, ça fait dire plus de dépenses. Ça veut dire que le demandeur d'emploi qui reprend un travail temporaire, il n'a pas utilisé tous ses droits, il peut les récupérer ensuite. Maintenant, regardons comment les choses vont se mettre en place sur les droits rechargeables. Entre la formule et la réalité, certains du côté patronal pourraient en profiter pour rogner sur des droits ailleurs. Donc on est très prudent là-dessus. Jean-Claude Maillet, vous parlez des employeurs. En décembre dernier, vous avez déclaré: la séquestration des patrons n'est pas un drame. Le patron, c'est votre ennemi ? Non, c'est pas une question d'ennemi ou pas d'ennemi. Ce que je veux dire par là, c'est que, à condition que ça se fasse de manière sereine, calme et dans le respect de la dignité, ça c'est essentiel. J'ai vu que si c'est pour tirer l'oreille d'un employeur, ça se fait pas ce genre de choses. Ça se fait dans la dignité. Alors c'est pas quelque chose que nous préconisons. C'est clair, le Force ouvrière n'a jamais dit séquestrer les employeurs. La séquestration, c'est quand même un crime en France. Oui, non, attendez, qu'est-ce qu'on appelle séquestration? Si c'est de la rétention, si c'est, voilà, que ça se passe dans de très bonnes conditions. Vous savez, Yvon Gattaz, le père de l'actuel président du MEDEF, il m'a raconté que l'un des meilleurs souvenirs, c'est quand il avait été retenu une soirée avec des salariés dans une entreprise. Il dit: on a bien rigolé, on a discuté toute la nuit, on a bu un coup de pinard, et puis on a mangé du bon fromage. Donc voilà, c'est ça que je veux dire, c'est pas un drame. Ce qui n'est pas acceptable, c'est quand on transforme cette solution qui est une humiliation de la personne, un manque de dignité, etc. Ça n'est pas acceptable. Mais je le dis clairement, ça n'a jamais été une revendication de Force ouvrière. Goodyear a eu raison de porter plainte pour séquestration sur ces cadres, selon vous ? Attendez, vous savez, la direction de Goodyear, c'est pas une direction tendre non plus. Donc c'est un bras de fer. Maintenant, on n'est pas présent dans cette entreprise, je le dis clairement. Je ne dis pas non plus que la manière dont le syndicat dans l'entreprise se débrouille depuis 2 ans soit les meilleures manières. Il a refusé beaucoup de négociations également. Jean-Claude Maillet, vous êtes sur Sud Radio, et à Sud Radio, on est très écouté à Marseille, vous le savez. À Marseille, Jean-Claude Gaudin, l'actuel maire et candidat à sa succession, a pu se prémunir d'un soutien, celui de Patrick Ruet, le secrétaire général Force ouvrière à la ville de Marseille. Une carte d'adhérent d'honneur lui a même été remise à Jean-Claude Gaudin. C'est plutôt atypique pour un syndicaliste de... On est à Marseille. Donc tout prend une dimension, mais c'est pour tous, c'est vrai pour le foot, c'est vrai pour tout. C'est sympathique d'ailleurs, c'est l'esprit marseillais. Mais je crois que mes amis ont dû assister aux vœux, j'ai pas vu ça, mais où ils vont le faire prochainement avec leur deuxième employeur. C'est la communauté urbaine qui est dirigée par quelqu'un qui n'est pas du même parti que Monsieur Gaudin, et je crois ils vont faire à peu près la même chose. C'est une manière de dire à la marseillaise: écoutez, c'est vous les employeurs, c'est pas nous. Maintenant, nous, on a des revendications, comme on est première organisation, mais les autres syndicats existent. Marseille, c'est pas partout le cas. Bon, nous, on a des difficultés à exister sur le port, c'est très compliqué. Donc, bon, voilà, c'est fait à la marseillaise avec l'humour et la faconde marseillaise. Voilà, faut pas aller plus loin. Et ce qu'ils ont dit, c'est que quand on dépose des revendications et qu'on est puissant, on arrive à obtenir satisfaction. Et les salariés leur font confiance. Jean-Claude Maillet, Patrick Menucci, le candidat socialiste à la ville de Marseille, dénonce la cogestion entre un pouvoir politique faible et un syndicat omnipotent. Oui, écoutez, il fait sa campagne. Je crois qu'il croit qu'en attaquant FO, il va pouvoir gagner. J'en sais rien, moi je rentre pas là-dedans. Nous, on n'est pas un partie prenante d'une élection politique. Je regrette que des politiques se comportent de cette manière, et je comprends pas, s'il en veut tellement FO, pourquoi il s'est été imposé dans un congrès Force ouvrière il y a pas très longtemps. C'est votre rôle aussi d'intervenir dans une élection municipale ? Non, pas du tout. Mais mes amis n'interviennent pas non plus. Mais lorsque vous remettez une carte d'adhérent d'honneur à quelques mois... Ils vont le remettre. Ils vont remettre d'une élection. Je pense aussi à monsieur Caselli, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, le président de MPM. Voilà, je vous dis, on est à Marseille, on n'est pas à Lille. Voilà, donc les choses prennent toujours une dimension, y compris avec de l'humour. Donc voilà, c'est la logique marseillaise. Quand une sardine bouche le port de Marseille, on voit très bien l'ampleur que ça peut prendre. Et voilà, il faut généraliser ça sur l'ensemble d'une ville qui a beaucoup progressé ces dernières années. Jean-Claude Maillet, un mot pour terminer de Johnny Hallyday.
Hallyday. La TSR, la télévision suisse romande, a enquêté sur Johnny Hallyday et les journalistes de la TSR ont suivi les déplacements du couple Hallyday sur près de 2 ans grâce aux réseaux sociaux. Et le couple Hallyday n'aurait pas été en Suisse sur une longue durée, mais uniquement sur une quinzaine de jours. Est-ce que Johnny Hallyday est un évadé fiscal, selon vous ? Écoutez, j'en sais rien, moi. Il faut apprendre à mettre délocalisation sur son smartphone. C'est-à-dire ? Pour pas être pisté, si c'est comme ça qu'il a été pisté. Je sais pas comment, j'ai entendu ça comme vous à la radio, je sais pas comment ça s'est fait. C'est un conseil que vous donnez aux évadés fiscaux ? Ou non, c'est pas. Non, attendez, moi je sais pas, je connais pas le dossier. Que l'administration fasse son travail. Le député PS Yann Galut a d'ailleurs réclamé jeudi que Johnny Hallyday clarifie sa situation fiscale. Affaire à suivre. Donc, merci Jean-Claude Mailly d'avoir accepté de répondre à nos questions.